Merci Jérémy, puis merci Patrick. Moi, je m'appelle Ariane Plaisance, puis je suis formée en anthropologie à l'Université Laval. Puis là, je termine vraiment ces jours-ci là, ma thèse en santé communautaire. Puis tout au long de mes études à la maîtrise et au doctorat en santé communautaire, je me suis intéressée aux décisions de niveau de soins qui ont lieu entre les médecins puis les patients, mais aussi c'est une pratique interprofessionnelle, alors plutôt avec les équipes interprofessionnelles et les patients et les familles. Puis j'ai été fortement happée par ce sujet-là en tant qu'anthropologue parce que je trouvais que les professionnels de la santé et les patients étaient deux mondes finalement. Puis même si ici, j'ai travaillé beaucoup dans un milieu très, très uniculturel où est-ce qu'il y avait juste des francophones d'origine catholique, quand même, il y a des difficultés là, de communication incroyables. Puis il y a des bris de communication aussi avec le système, des bris de communication sur les formulaires de niveau de soins, en plus des discussions elles-mêmes là, qui sont lourdes. Alors, j'ai vraiment trouvé ma place dans ce sujet-là en tant qu'anthropologue. Puis maintenant, je travaille avec un grand chercheur canadien qui s'appelle Darren Allen, qui a eu une carrière aux soins intensifs et a vu de ses yeux les conséquences de ne pas avoir discuté là, de ses soins, de ses souhaits de fin de vie ou de ses souhaits en cas de maladie grave plutôt. Puis maintenant qu'il est à la retraite, il consacre sa carrière à essayer de répandre les connaissances de manière vulgarisée. Il a comme conclu que la solution ne passerait pas nécessairement à travers le système de santé. Alors, il est plus dans une vision d'empowerment des individus. Puis puisqu'il ne parle pas du tout français, maintenant, on travaille ensemble à répandre cette information-là. Alors, toi, Patrick, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi, c'est Patrick Foucault. Je suis médecin de famille à Iqaluit, au Nunavut. Je pratique là-bas depuis à peu près 6 ans maintenant. Je suis originaire du Québec, mais j'ai fait mes études en Ontario puis à Montréal. Comme toi, dans le fond, Ariane, avant la médecine, j'ai fait l'anthropologie pendant quelques années là, au bac puis à la maîtrise. Puis j'étais beaucoup intéressé à ce moment-là par tout ce qui était la psychiatrie transculturelle, puis les problématiques d'accès aussi aux soins pour les réfugiés, les immigrants. Puis tout ça, ça m'a beaucoup amené à me questionner par rapport aux services qu'on offrait aux populations un peu plus marginalisées, puis les systèmes de soins qui étaient accessibles aussi. Fait que en tout cas, ça m'a apporté vers la médecine. Puis ensuite, c'est ça qui m'a probablement poussé à venir au Nunavut comme étudiant d'abord avec le restaurant, puis ensuite comme staff, comme médecin à temps plein. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, je travaille principalement en clinique, mais aussi à l'urgence. Fait que je fais principalement de l'urgence puis des visites en communauté. Par exemple, en ce moment, je suis dans une communauté qui s'appelle Grise Fjord, qui est une communauté vraiment dans le nord, la plus nordique du Canada. Puis c'est ça, je fais de la clinique de médecine familiale, on gère des urgences, puis on fait aussi beaucoup d'enseignement de prévention parce qu'une partie de mon rôle, c'est justement d'être le directeur de l'éducation médicale pour le Nunavut. Donc, je m'occupe du programme de résidence, mais aussi l'enseignement aux étudiants, puis le développement, dans le fond, des connaissances qu'on peut partager avec l'équipe de soins pour être sûr qu'on est vraiment on top là, en termes de médecine, evidence-based medicine. Fait on pratique une médecine qui est basée sur les évidences, puis qui est à jour aussi, qui suit les lignes directrices qu'on suit n'importe où à travers le Canada. Donc, ça, c'est un peu mon parcours. Oui, merci. Puis c'est ça, dans le fond, c'est mon parcours académique puis personnel. Fait que j'aimerais ça vous parler aujourd'hui du cheminement, dans le fond, du patient au Nunavut, particulièrement le cheminement du patient qui doit quitter le territoire parce que il y a une problématique médicale qu'on ne peut pas nécessairement prendre en charge au Nunavut. Donc, si vous voulez, je vais commencer avec une présentation. Je peux peut-être J'ai déjà une question, par contre. Là. Oui, vas-y. Quoi les services que vous avez, puis à partir de quand que justement, là, il faut penser à un transfert? Les services, mettons, c'est une bonne question. Est-ce que vous les faites rapidement, là? Puis comme je vais en parler, ça varie selon les régions Nunavut parce qu'on est quand même un gros territoire. On est le 5e du territoire canadien. Si on était un pays, on serait comme le 11e plus grand pays du monde. Fait que ça dépend vraiment des régions. Puis on gère aussi les soins en collaboration avec des centres tertiaires dans 4 régions différentes du Canada, Ottawa, Edmonton, Yellowknife puis Winnipeg. Fait que ça dépend vraiment dans quelle région vous vous trouvez.
Dans certains cas, vous allez être transféré dans le sud, comme on dit, donc dans une région qui est pas dans le nord du Canada, ou dans d'autres cas, par exemple, si vous êtes dans le territoire de Baffin, bien là, dans la région de Baffin, vous allez plutôt être transféré à Iqaluit dans la majorité des cas avant d'être transféré à Ottawa au besoin. Fait que on va en parler un peu plus, mais ça dépend de où vous trouvez au Nunavut. Fait qu'on est dans de la complexité extrême. Oui, c'est quand même très complexe, le modèle de soins au Nunavut, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents à travers le Canada. Oui. Ouais. Bon, ben tu peux partager ton écran, j'ai hâte d'entendre ça. OK, il n'y a pas de problème. Fait que je vais partager ça. Je sais pas comment je fais exactement. En bas, là, il y a un truc vert. L'autorisation. Là, ça va marcher. Ça devrait fonctionner, là, Patrick. OK. Ouais. OK, fait que... Au Nunavut, on est comme un peu limité à Teams, fait que je suis comme plus familier avec... En bas, il y a un truc vert qui dit au milieu, là, écran partagé. OK. Partager l'écran. Desktop. Ouais. Il faut que ton PowerPoint soit ouvert sur le desktop. Tu vas le voir apparaître dans l'une des fenêtres. À tout. OK. C'est bon. OK. Putain, OK. Donc, laisse-moi voir si ça va marcher. OK, je pense que oui. Ça marche. Excellent. OK, donc j'ai préparé un petit PowerPoint ici. Parfait, ça fonctionne. Oui, fait qu'être un patient au Nunavut, ça, c'est toutes les images viennent. Ben, il n'y a pas beaucoup de photos, malheureusement, mais ça vient du Nunavut. Donc, première image qui représente le territoire du Nunavut divisé en 3 régions. Donc, on a la région la plus à l'est, qui est la région du Qikiqtaaluk, qu'on appelle souvent la région de Baffin, même s'il y a des communautés qui se trouvent à l'extérieur de l'île de Baffin. C'est la région la plus peuplée, à peu près la moitié de la population du territoire, donc à peu près 20 000 personnes. Puis, il y a des communautés qui vont... ça va jusqu'à Grise Fiord, qui est la communauté la plus au nord, qui est sur l'île d'Ellesmere, mais il y a des communautés aussi plus vers l'ouest, comme Resolute Bay. Et c'est ça, il y a beaucoup de communautés quand même. Donc, 11 communautés. C'est des communautés qui sont seulement accessibles par avion. Il n'y a aucune route, comme dans le reste du territoire d'ailleurs. Puis c'est des communautés qui sont relatives. Ça dépend vraiment de... ça varie, là, mais il y en a qui sont quand même très peuplées avec presque 2000 personnes, comme à Iqaluit. Alors qu'il y a des communautés comme Grise Fiord, où je suis en ce moment, où il y a environ 150 personnes. Donc, c'est des très petites communautés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pas toutes les communautés sont reliées aussi fréquemment par un avion commercial, ce qu'on appelle un SCEDEVAC, dans le fond. Quand on transfère un patient sur un vol commercial, on dit qu'il va partir en SCEDEVAC, donc Schedule Evacuation. Donc, les communautés où il y a moins de gens vont généralement avoir un peu moins de vols commerciaux, alors que celles où il y a plus de population vont en avoir plus, ce qui a un impact sur les soins parce que si on veut envoyer un patient en SCEDEVAC vers le sud ou vers Iqaluit, ben, on va avoir cette option-là qui va être un peu facilitée parce qu'il y a plus de... Donc ça, c'est pour le Qikiqtaaluk. Comme je disais, on est relié avec Ottawa. Donc sur l'image suivante, vous allez voir un peu les cheminements les parcours, les centres de référence, pardon. Au centre, on a la région du Kivalliq. Donc, encore là, on a plusieurs communautés. Le centre de référence, c'est Rankin Inlet. Donc, c'est une communauté un peu plus grosse. Il y a plus de services. Et puis, c'est une communauté où on peut faire des hospitalisations. C'est moins gros qu'Iqaluit. Il n'y a pas d'hôpital en tant que tel. C'est un centre de santé. En fait, toutes les communautés ont un centre de santé. Sauf Iqaluit, qui a vraiment comme un hôpital comme bien défini, là, avec beaucoup plus de ressources. C'est ça, dans le fond, Kivalliq, c'est en lien avec le Manitoba. Puis la région la plus à l'ouest, c'est le Kitikmeot,
qui est plus en lien avec Yellowknife puis l'Alberta. Et là, le centre principal, c'est Cambridge Bay, qui va recevoir des patients des communautés, mais qui va aussi pouvoir offrir un petit peu plus de soins. Une des grosses différences dans ces 3 centres-là, Iqaluit, Rankin puis Cambridge Bay, c'est qu'il y a la présence d'un médecin en tout temps, un ou plusieurs médecins en fait. La plupart des communautés n'ont pas de médecin, sauf des communautés très grosses, là, comme très peuplées, comme Baker Lake puis Arviat dans la Quebec. Mais sinon, comme dans Baffin, il n'y a pas de communauté, à part Iqaluit, où il y a un médecin à temps plein. Tu peux y aller, Ariane. J'aurais une question. C'est quoi les particularités linguistiques de ces communautés-là? Un petit peu, où est-ce qu'on retrouve des francophones, des anglophones, puis des langues inuites? Mais c'est une bonne question, puis je pense peut-être Jérémy va pouvoir en ajouter là-dessus, mais la majorité des francophones au Nunavut se trouvent à Iqaluit. Puis tu sais, j'ai pas le nombre exact, mais ça doit se rapprocher quand même de 1000 personnes. Puis sinon, par contre, il y a des francophones vraiment à travers le territoire. Il y a des francophones qui viennent au Nunavut pour le travail saisonnier, dans la construction par exemple. Donc, il y a des périodes de l'année où il va y avoir plus de francophones, des périodes où il va en avoir moins. Dans le personnel administratif, le personnel de santé, on trouve aussi beaucoup de francophones. Donc, ils peuvent se retrouver vraiment n'importe où au territoire, mais c'est sûr qu'on a une plus grosse population francophone à Iqaluit. Puis ça, c'est probablement aussi la facilité d'accès, puisque c'est plus près de Montréal, du Québec, d'Ottawa. Donc, c'est peut-être un peu ça qui explique la représentation des francophones. Jérémy, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Ben oui, je peux compléter, Patrick. Là, c'est exact. Dans le fond, notre particularité, là, si on prend les données du recensement de 2016, là, on attend avec impatience les données du recensement de 2021. Ça va être disponible le 27 octobre prochain. Mais selon le recensement de 2016, dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 625 francophones résidents permanents, principalement à Iqaluit. Donc, on estime environ entre 550, 600 francophones à Iqaluit qui sont résidents permanents là, selon le recensement. Et puis, ça traduit la réalité dont Patrick parlait. Là, on a beaucoup de travailleurs qui viennent sur le territoire, mais qui retournent à leur lieu de résidence principal. Donc, ce que les statistiques vont nous dire, c'est que, l'Inukshuk est majoritaire comme langue parlée au Nunavut. Les francophones sont principalement concentrés à Iqaluit. Et puis, pour les résidents francophones dans les autres communautés, le N est très, très petit. Là, on va parler de une famille, 2 familles, 3 familles, 2, 3, 15 individus. Donc, c'est très, très restreint. Et puis, ça fait en sorte, dans le fond, que les Inuits sont majoritaires chez eux. Donc, l'Inuktitut est vraiment parlé là, à 63-64% sur l'ensemble du territoire. Même Iqaluit, dans le fond, a une prédominance au niveau de la présence des Inuits. Là, on a à peu près 35% de Caucasiens dans la capitale. Puis c'est une particularité, on est la seule capitale au Canada qui a ce profil démographique-là. Et puis, effectivement, comme Patrick le mentionnait, les données sur les professionnels de la santé de 2016, toujours, là, nous montrent qu'on aurait à peu près un 9,2% de professionnels là, francophones. Et ces gens-là affirment à hauteur d'à peu près 2% être capables de communiquer en français dans le cadre de leur travail. Donc, c'est intéressant. C'est une communauté francophone dans une situation extrêmement minoritaire. Ouais, les gens dont la langue maternelle, c'est l'Inuktitut, est-ce qu'ils parlent tous anglais ou français ou il y en a qui parlent juste Inuktitut? Il y en a qui parlent. Il y a quand même une bonne proportion. Puis encore là, je ne connais pas les chiffres exacts, mais il y a une bonne proportion de patients puis de personnes qui parlent seulement Inuktitut, principalement Inuktitut. À l'extérieur d'Iqaluit, et même en comptant Iqaluit, c'est la langue majoritaire de plus de 80% de la population au Nunavut. Donc, c'est vraiment c'est une langue qui est très vivante, qui est une des langues autochtones au Canada, je pense, avec le cri qui est le plus utilisé en 2022.
Par contre, à travers le Nunavut, il y a des variations. Il y a l'inuktitut principalement qu'on connaît puis qui est parlé sur Baffin, mais il va y avoir d'autres variations comme l'Inunaktun. Puis c'est pour ça que les regroupements inuits ont décidé d'appeler ça plutôt l'Inuktitut, donc pour inclure plus de variantes de la langue dans le fond, mais il n'y a pas encore non plus d'uniformisation. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste non plus de la langue, mais c'est sûr que c'est toujours un plus de maîtriser quand même une base d'inuktitut si on travaille sur Baffin. Puis c'est sûr que ça va aider pour les services qu'on offre aux patients. Sinon, on a toujours accès aussi à des interprètes dans chaque communauté puis à Iqaluit. Oh, parfait, je te laisse continuer. OK, fait que c'est ça. Dans le fond, il y a ces 3 grandes régions-là qui sont très vastes, évidemment, qui sont très loin des centres principaux dans le sud. On parle, je vais vous montrer la prochaine diapo, dans le fond, on parle d'une distance d'environ, en fait, je vais le dire en temps, là, entre Iqaluit et Ottawa, d'environ 3 heures en avion. Et là, on parle d'un avion de type comme un jet, dans le fond. Donc, c'est quand même loin. C'est la même chose, Rankin Inlet, Winnipeg. Donc, on parle encore de 2 à 3 heures. Cambridge Bay à Yellowknife. Et ensuite, Edmonton. Donc, ça, c'est vraiment le graphique qui représente les transferts hospitaliers ou de soins entre les communautés. On voit que sur Baffin, les transferts se font principalement des communautés à Iqaluit et ensuite d'Iqaluit à Ottawa. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'à Iqaluit, on a beaucoup de services, je vais en parler dans une seconde, mais on a beaucoup plus de services. On est un centre où on peut admettre beaucoup de patients aussi. Donc, on n'a pas besoin de transférer la majorité des patients qui nous arrivent des communautés. Alors que dans les 2 autres régions, il y a beaucoup moins de services offerts dans leurs centres principaux qui sont, encore une fois, Rankin puis Cambridge Bay. Fait qu'il va y avoir beaucoup de transferts des communautés directement vers Winnipeg. Avec la pandémie, par contre, il y a eu un mouvement intéressant, c'est-à-dire qu'on a commencé à transférer beaucoup de gens de la région du Kivalliq vers Iqaluit parce que on essayait de limiter, dans le fond, les transferts vers le sud. Donc, à plus ou moins long terme, je pense que l'idée, ça serait de développer ces transferts-là des communautés comme Coral Harbour, qui se trouve quand même pas très loin de Baffin, Nauyat, vers Iqaluit. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le patient? Ça veut dire que si vous tombez malade dans un centre de santé, dans une communauté, par exemple à Pond Inlet, l'infirmière en communauté va contacter le médecin qui se trouve à Iqaluit et si le médecin puis l'infirmière jugent que le patient doit être transféré, le patient va être envoyé à Iqaluit directement. Et c'est à Iqaluit où on va évaluer le patient, faire l'imagerie nécessaire, les consultations nécessaires, puis si on juge que c'est nécessaire, on va envoyer à Ottawa. Alors que dans les autres communautés, on va possiblement parler à un médecin, c'est-à-dire dans les 2 autres régions, on va parler à un médecin qui se trouve possiblement hors territoire, qui va déterminer si le patient doit quitter. Et là, le patient va être transféré directement au centre tertiaire comme Winnipeg, Edmonton ou Yellowknife. Je sais que ça a l'air complexe, c'est complexe. Il faut apprendre, quand on travaille au Nunavut, il faut apprendre à gérer, à connaître en tout cas les différents systèmes de santé à travers le Canada. Fait que c'est quand même toute une logistique. Parfois, par exemple, ça peut arriver qu'on transfère des patients à Montréal, ou même à Québec, ou par exemple dans d'autres centres, si nos centres de référence sont pleins, ils ne peuvent pas recevoir de patients. Donc, c'est arrivé dans le passé. Par contre, on ne peut pas envoyer un patient à Montréal parce que le patient demande d'être envoyé à Montréal. Ça doit être envoyé selon nos centres de référence principaux, c'est-à-dire à Ottawa en premier. Mais parfois, on est capable d'envoyer le patient où il veut, là, principalement à Québec ou à Montréal, selon... parce que sa famille est là, mettons. Exact. Mais il n'y a pas aussi des fois des enjeux de surspécialité? Admettons qu'un patient il est grand brûlé, là, il faut qu'il y ait... il n'y a pas des centres de grand brûlé. Oui, c'est une bonne question. Fait que pour les patients grand brûlés, en règle générale, on va les transférer à Toronto ou à Winnipeg.
parce qu'il n'y a pas de centre à Ottawa pour ça. Fait que oui, il y a des circonstances particulières où on a des services qui sont offerts dans d'autres endroits qui ne sont pas offerts, par exemple, à Ottawa. La psychiatrie, c'est un bon exemple. On transfère beaucoup de patients vers Winnipeg, d'Iqaluit. Mais on a aussi des lits disponibles à Ottawa, mais c'est toute une question de disponibilité, de ressources. Mais ça peut très bien arriver qu'un patient va se rendre d'Iqaluit à Winnipeg en transport aérien. Donc, dans ce cas-là, on appelle ça un Medivac, contrairement à un Skellivac, parce que c'est un avion comme un jet privé, là, un peu, ou un avion un peu plus modeste, un King Air, de type King Air, qui va prendre un peu plus de temps, mais c'est des transferts qui vont se faire d'Iqaluit. Est-ce que le patient il peut apporter un ou deux membres de sa famille ou il est seul d'emblée? Non, on transfère toujours avec un accompagnateur. Fait que ça, c'est quelque chose qui va de soi là, d'habitude. Mais il y a des situations particulières où on va, par exemple, se retrouver à devoir transférer plus qu'un patient en même temps d'une seule communauté. Et là, dans ce cas-là, pour minimiser un peu l'utilisation des ressources, on va demander au patient si son accompagnateur peut venir en avion commercial, soit le lendemain ou plus tard. Si c'est un enfant, c'est sûr, on ne fait pas ça. Là. Si n'importe qui de 18 ans et plus et des moins doit être accompagné pour venir à Iqaluit, ou n'importe quel transfert. Mais pour un adulte, c'est ça. Ça peut arriver occasionnellement. Mais sinon, un accompagnateur est toujours accepté dans l'avion. C'est bien, il est toujours bienvenu puis il ne paye pas. Là. C'est inclus dans les services. Mais là, si on parle de comme financièrement, comment ça fonctionne, ça, c'est tout un autre domaine de discussion. Mais ce que je peux dire globalement, c'est que si vous êtes, par exemple, un travailleur saisonnier, vous avez la RAMQ, vous devriez avoir une assurance pour couvrir si vous venez au Nunavut, parce que les assurances provinciales de santé ne couvrent pas les soins. En fait, ils couvrent les soins, mais ils ne couvrent pas les transports aériens des autres provinces. Donc, si par exemple, vous êtes un travailleur de la construction, vous êtes à Paninlet, puis vous tombez malade, vous avez besoin d'un Medivac vers Iqaluit, vous devez avoir une assurance qui va couvrir ça, sinon ça va être à vos frais. Ben, c'est un point important. Un peu comme si vous voyagez. C'est exact. C'est des montants qui sont très importants. On parle de dizaines de milliers de dollars en transfert. Donc, c'est de là l'importance d'avoir une assurance. Si vous êtes Nunavut, puis vous avez une assurance, l'assurance maladie du Nunavut, dans ce cas-là, par contre, vous êtes complètement couvert pour des transports aériens. Puis si vous n'êtes pas Nunavut encore, vous n'avez pas d'assurance maladie, mais vous travaillez par exemple pour le gouvernement ou vous travaillez pour certaines entreprises, bien, ça se peut qu'il y ait des assurances où il y a certains, on va dire, privilèges attachés avec l'emploi. Mais ça, il faut vraiment vérifier parce que c'est des zones un peu grises, puis c'est important de savoir à l'avance. Puis des fois, il va y avoir des choses d'inclus, des fois, des choses ne seront pas incluses. Par exemple, l'hôtel. Si vous êtes envoyé avec nous, on va appeler ça une escorte là, médicale. Si vous êtes envoyé avec une escorte, est-ce que l'escorte va avoir l'hôtel payé? Est-ce que l'escorte va avoir... ou même, est-ce que le patient va avoir l'hôtel si, par exemple, il est transféré à Iqaluit ou il va devoir se débrouiller? Ça, c'est des choses à vérifier toujours avant de venir au Nunavut, soit comme touriste ou comme travailleur temporaire. Intéressant. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal ça. Vous voyez, les distances sont grandes. Les ressources sont limitées, mais sont quand même disponibles. C'est-à-dire qu'on a toujours, on est toujours en contact avec la compagnie aérienne qui s'occupe des transports aériens, des transferts hospitaliers. Au Nunavut, la compagnie s'appelle QA10. Donc, par exemple, si on a un patient qu'on doit transférer à Ottawa d'Iqaluit, on va communiquer avec la compagnie, on va leur dire qu'on a un patient et là, ils vont envoyer leur équipe. Il va toujours y avoir une infirmière ou d'autres professionnels de la santé qui vont être dans l'avion pour amener le patient. Si le patient est vraiment malade, des fois, on va envoyer un médecin aussi dans l'avion avec le patient. Puis là,
Si, par exemple, l'avion est déjà parti, mais on a un autre patient critique, ben là, il y a tout le temps des moyens de faire venir un avion, par exemple, du Manitoba, des autres régions du Nunavut, ou même des fois, on fait venir des avions de Montréal qui vont venir chercher des patients au Nunavut. Mais c'est sûr que c'est une logistique extrêmement complexe, puis je ne peux pas aller dans tous les détails, mais c'est un peu la façon le système ambulancier du Nunavut, c'est comme ça. Jérémy, tu as levé la main. Jérémy, tu as une question. Oui, bien c'est ça, Patrick. Moi, je me demandais, dans le fond, comme patient, là, à quoi je vais être confronté advenant une situation de SCIDEVAC ou de MEDEVAC. Tu sais, comment le personnel médical va me présenter ça? Puis un petit peu, c'est quoi les protocoles? Où est-ce qu'il y a des décharges à signer ou des autorisations à donner de consentement et tout ça pour que les soins peuvent se mettre en branle, puis si on veut, la chaîne décisionnelle d'orientation là, par l'équipe médicale puisse se mettre en œuvre? Mm-hmm. Bien, si tu veux, je vais passer à la prochaine image, puis ça va nous aider à comprendre. Puis, Ariane, est-ce que tu as... Moi, j'avais un petit peu la même question. Sont où les zones décisionnelles, puis il est où le patient, et sont où les valeurs et les préférences du patient là-dedans? Parce que tu nous as parlé c'est complexe, puis tu nous as parlé plus d'un angle d'administration et de gestion, mais le patient, c'est où là-dedans qu'on lui demande, là, vous, monsieur, madame, avez-vous le goût d'être transféré? Puis qu'est-ce que ça implique pour lui comme décision? Tu auras l'occasion de parler, sinon je vais la ramener à la fin. OK, non, parfait. Ben, c'est une super bonne question. Juste pour mettre quelque chose de beau, là, une photo de Grise Fjord avec un avion qui est utilisé plus pour le transport commercial, mais c'est une image, une belle petite image. Puis ici, on a l'hôpital d'Iqaluit, dans le fond, le seul hôpital du territoire, qui s'appelle l'hôpital Kikitani Général. Bel hôpital, super moderne, avec beaucoup de... quand même très, très... comment je peux dire? Avec des hauts standards. Là. C'est ça, à l'hôpital. Dans le fond, Jérémy, je vais répondre à ta question en disant, tu me demandais par rapport au parcours de soins. Puis, est-ce que les patients vont se présenter dans les centres de santé? Je vais remettre ça ici. Dans les communautés. Puis, comme je disais, les centres de santé sont principalement sont limités en termes de ressources. Fait qu'ils vont pouvoir faire certaines prises de sang, ils vont pouvoir faire certains tests des ECG, mais ils vont toujours contacter un médecin qui va se trouver à Iqaluit, à moins qu'il y ait un médecin sur place. Fait que toutes les communautés ont des visites régulières de médecins, mais ce n'est pas toujours le cas où il y a un médecin sur place. Mais quand il n'y a pas de médecin, ils vont appeler à Iqaluit, on va revoir le cas du patient, puis on va discuter est-ce que sa prise en charge peut être faite en communauté ou peut être faite à Iqaluit. Maintenant, pour rebondir sur ta question, Ariane, dans le fond, le choix du patient à ce moment-là, ça va être de décider si oui ou non il veut être transféré vers Iqaluit ou vers le sud. Tout patient, qu'il soit Inuit, non Inuit, a toujours la possibilité de refuser un transfert. C'est un choix personnel, à moins qu'un patient, par exemple, ait soit dans une situation, par exemple, de psychose ou une situation où il n'y a pas la capacité de prendre une décision qui serait, disons, consciencieuse, où il n'est pas comme en état mental de prendre une décision. Si un patient est inconscient, on ne peut pas assumer qu'il veut ou qu'il ne veut pas, donc on va simplement le transférer, puis on va faire plus d'investigations. Mais tout patient qui est capable de prendre une décision éclairée, judicieuse, puis qui connaît les pour et les contre, les possibilités, les complications qui pourraient advenir s'il refusait le transfert, peut décider de rester en communauté. Dans le cas où le patient voudrait être transféré, mais que l'équipe médicale juge que le patient n'a pas besoin d'être transféré, là, c'est au patient de payer son propre transport puis d'organiser son transport. Le patient ne peut pas décider d'être transféré si on juge que la situation médicale ne requiert pas un transfert urgent. Maintenant, tout ça, c'est sûr que il y a tout le temps une place à une certaine négociation, on s'entend, parce que si le patient
a une histoire médicale complexe, puis il y a quand même des risques, c'est sûr qu'on minimise les risques au maximum. On pratique une médecine très spéciale au Nunavut, puis dans l'Arctique en général, où on doit toujours évaluer les pour et les contre, puis les risques. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en communauté, donc un patient qui n'est pas nécessairement très malade, mais pourrait le devenir, on doit prendre ça en considération. Donc, c'est quoi la chance qu'un patient et vous faites de la besoin prévention. Vous allez le faire transférer en prévention d'un événement. Exact. Donc, c'est ça. Il y a comme 2 types de transferts. Il y a le transfert aigu où le patient est a clairement une pathologie active grave qui est en cours, ou il y a aussi le type de transfert où c'est plus préventif, c'est-à-dire il n'y a pas nécessairement les effets clairs de la maladie, où il y a un doute diagnostique, où il y a certains doutes qui persistent, puis considérant l'histoire, considérant où le patient se trouve, on va quand même privilégier son transfert. C'est ça la complexité des transferts, en fait. Parce que si c'était clair, quand c'est clair, quand on a une jambe brisée, on doit faire un transfert, c'est plus clair. Quand on a des situations qui sont beaucoup plus grises, là, qui sont nuancées, là, on va devoir en discuter. Il y a beaucoup de situations grises. Partager avec le patient. Il y a beaucoup de situations grises en médecine. Il y a beaucoup de la médecine est pleine de situations oui. Et d'autant plus dans votre contexte, il y a encore plus d'enjeux. Fait que vous êtes sur des processus de décision partagée. Exact. Patient, puis entre vous aussi, entre les professionnels pour évaluer. Exactement. Ça, c'est très bien dit parce qu'on va toujours aussi prendre l'opinion de l'infirmière ou du praticien sur place. Oui. S'il nous dit qu'il n'est pas à l'aise ou confortable de gérer un cas ou de faire un suivi sur un patient, là, il faut réévaluer le plan, c'est-à-dire qu'il faut possiblement dire au patient de venir pour que nous, on soit capable de faire. Si la communauté est débordée, il y a une éclosion de COVID ou de quoi que ce soit, il n'y a pas assez de personnel, ça peut changer la donne. Puis l'autre gros aspect qu'on doit prendre en compte aussi, c'est la météo. La météo, si on pense que, il y a un blizzard qui s'en vient, puis là, on se dit, écoute, le patient pourrait avoir besoin d'un transport urgent. Peut-être c'est mieux de le favoriser tout de suite plutôt que d'attendre. Fait que oui, il y a plusieurs éléments qui entrent dans l'équation puis la prise de décision. Mais comme je dis, ça, c'est aussi... on le prend entre professionnels de santé, mais c'est sûr qu'on le prend aussi avec le patient, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est l'objectif. Est-ce qu'il y en a, de par leur culture ou leur préférence, qui refusent d'être transférés parce qu'ils, mettons qu'ils sont à risque de décès durant leur hospitalisation dans le Sud, ils refusent parce qu'ils veulent mourir dans leur communauté? Est-ce qu'il y a des enjeux culturels comme ça liés avec peut-être une normalisation de la mort que nous, on a moins en tant que Caucasiens? C'est une bonne question, puis c'est ça de dire... de généraliser là-dessus, ça dépend des situations, mais il y a beaucoup de patients qui vont... dans le fond, quand on va évaluer un patient, particulièrement un patient âgé qui va avoir beaucoup de comorbidités, dans beaucoup de cas, dans certains cas où il va être palliatif particulièrement, on va toujours demander, adresser la question du niveau de soins, ce qui veut dire, qu'est-ce que vous voulez comme soin? Est-ce que vous voulez, par exemple, on fasse des manœuvres de réanimation cardiovasculaire si vous avez un arrêt cardiaque? Est-ce que vous voulez qu'on vous intube? Donc, on explique ce que ça signifie. On essaie d'expliquer aussi le risque que ça représente, le fait que ça va peut-être pas, dans certains cas, là, évidemment, ça va peut-être pas sauver leur vie, mais ça pourrait être complexe. En tout cas, on essaie de discuter ça avec les patients et c'est vraiment le patient qui va décider de son niveau de soins, à savoir si oui ou non il veut qu'on fasse ça. Puis, dans ces questionnements-là, on va aussi apporter la question du lieu de traitement. Est-ce que vous accepteriez d'être transféré à Iqaluit ou encore est-ce que vous accepteriez d'être transféré à Ottawa? Donc, il y a certains patients qui vont dire « Moi, je sais que j'ai un cancer, je suis palliatif, je veux rester en communauté et mourir dans ma communauté. » Dans ce cas-là, le plan de soins va être vraiment différent d'un patient qui va nous dire « Non, je veux que vous fassiez tout, puis je veux que vous me transférez à Ottawa. » Mais est-ce que vous avez des soins intensifs? On en parle avec le patient. Avez-vous des soins intensifs? Oui, donc à Iqaluit, on a un lit seulement de soins intensifs, mais ce n'est pas un lit qu'on peut maintenir parce qu'on n'a pas nécessairement suffisamment de personnel pour le maintenir. Donc, un patient qui serait intubé, par exemple,
devrait nécessairement être transféré à Ottawa. Voilà, fait que si la personne accepte d'être réanimée, d'emblée, elle va se ramasser à Ottawa. Ben oui, si on est capable de ramener la personne, dans le fond, on appelle ça un return of spontaneous circulation. Fait que si oui, s'il y a un retour de pouls, on s'entend que si quelqu'un a un arrêt cardiaque dans une communauté éloignée, je pense pas qu'il puisse se rendre à... Il faut qu'il y ait un retour de pouls. Mais je veux dire, c'est ça dépend des... C'est limité, on s'entend. Hein? Parce qu'en centre hospitalier, le taux de survie là, d'un patient à une réanimation, il est très, très faible. Alors, je ne peux pas imaginer en communauté éloignée. Exactement. Je suis d'accord. Puis c'est un point qu'on soulève avec les patients. Fait que, tu sais, c'est sûr, notre objectif, c'est vraiment pas de prendre la décision pour le patient ou essayer d'être paternaliste, mais c'est sûr qu'on fait des suggestions quand même. Si on dit au patient, ben écoute. Les gens, à la base, ils ne savent pas ce que c'est pas pour être paternaliste là, ou maternaliste là, pour moi. Là. Les gens ils ignorent c'est quoi ces manœuvres-là. Parce que. Oui, non, ça, je suis d'accord. On voit à la télé, on voit dans les films que c'est bénin, alors que c'est pas le cas. Alors, de faire un peu de nudge pour expliquer les conséquences, parce qu'on est d'emblée dans un positionnement où est-ce que le système va sauver la vie à tout prix, puis les gens ignorent les conséquences des interventions. Alors, d'être un peu paternaliste dans ces cas-là, je trouve que c'est acceptable pour renverser la tendance du manque de connaissances et aussi la tendance du système à nécessairement prolonger la vie. Oui, je suis d'accord. C'est sûr que c'est un peu sémantique comme débat parce que, honnêtement, au final, on fait nos suggestions puis on dit aux patients, même si on fait toutes les manœuvres, la chance de pouvoir survivre à un arrêt cardiaque, par exemple, c'est extrêmement faible. Mais en contrepartie, on laisse quand même le patient décider parce que... Non, parce que professionnellement, tu peux pas décider. Tu peux pas... Exactement. Puis pas tout le monde est au même tranché, niveau. Là. Exact. Mais par contre, ces situations-là, je pourrais dire, comme tu me disais, est-ce que culturellement, il y a une plus grande acceptation de la mort? Je peux pas dire que c'est quelque chose... Puis là, je parle vraiment plus personnellement. C'est pas quelque chose que j'ai... Donc, oui, je trouve qu'il y a quand même une grande acceptation de la mort en termes de... ou en tout cas, acceptation des risques qui pourraient mener à la mort. Fait que, il y a une conscience qu'on est loin, que le Medivac va peut-être pas arriver, qu'il va y avoir peut-être un blizzard puis qu'on va être pris pendant 3 jours en communauté. Mais il y a plein de patients qui vont préférer retourner dans leur communauté en sachant qu'ils ont un cancer qui va peut-être mener à leur décès, en sachant qu'ils ont des comorbidités graves. Fait qu'il y a cette conscience-là. En contrepartie, la discussion en famille du niveau de soins, je peux dire que c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai vu de façon très commune ici. Donc, c'est quelque chose... C'est pas que les gens en discutent pas, mais c'est que c'est pas nécessairement discuté, je pense, comme au Québec. Encore là, c'est mon expérience. Non, mais même au Québec, c'est pas discuté beaucoup. Même au Québec, ça dépend parce que j'ai fait ma formation à l'hôpital juif, puis déjà là, c'était un peu différent aussi dans ce contexte-là. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être moins cette idée-là que, OK, ben, je veux juste... Le patient amène la discussion pour nous dire, OK, je veux juste te dire, si je décède, moi, je veux pas de manœuvre, puis je veux qu'on me laisse partir en paix. Il y a pas aussi mais avec l'enseignement qu'on fait... Ouais, allez, y a-t-il une notion culturelle? Peut-être que là, c'est des tabous et des idées des générales préconçues que j'ai, mais il n'y a pas l'idée culturelle comme il y aurait en Asie. Mettons que mes proches vont décider pour moi, mais l'aîné de la famille... Mettons que la personne se retrouve entre la vie et la mort à Iqaluit, mettons, la famille va décider. Alors, c'est pas individu. C'est pas les valeurs nécessairement de l'individu, c'est plus collectif. Peut-être que... Ouais. C'est un bon point, puis honnêtement, ça serait quelque chose à discuter. On a on a beaucoup de travailleurs inuits qui font beaucoup de travail dans ce champ-là, puis sur la relation des Inuits avec la mort, puis les soins palliatifs. Je peux pas dire si c'est complètement quelque chose de culturel. Nous, c'est sûr qu'on en parle aux patients. Par exemple, si un patient est à risque de décès, on en parle directement aux patients.
Mais bon, c'est vrai qu'il y a des patients qui vont nous dire, tu sais quoi, par exemple, ma fille, moi, je veux pas trop en savoir. Puis, tu sais, l'important là-dedans, c'est aussi de laisser l'option au patient. L'option du choix. De ne pas choisir. Exact, l'option de ne pas choisir. L'option aussi de ne pas savoir. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit développer plus en médecine, puis pas juste au Nunavut, mais dans le Sud, c'est-à-dire, OK, vous avez un cancer, mais on n'a pas à faire un scan pour savoir c'est rendu où. Vous savez que vous allez en décéder un jour, mais on n'a pas à faire un scan à tous les 3 mois, vous ramener, surtout au Nunavut aussi, on parle de long voyage d'avion. Il y a des gens qui se retrouvent à avoir des rendez-vous très courts alors qu'ils voyagent pendant une semaine. Fait que ça, c'est vraiment important de le dire aux patients. Vous avez 2 options. On continue à monitorer votre cancer, vous êtes palliatif, il n'y a pas nécessairement beaucoup de traitement, ou on laisse les choses aller. Oui, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir de l'acharnement diagnostique. De juste vouloir savoir, ça devient une forme d'acharnement quand on est en fin de vie. Complètement. Hein, ça serait comme dire à quelqu'un, il vous reste 3 mois. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir, puis c'est bien correct, on n'a pas à le dire. Puis de toute façon, on sait que nos capacités à prédire la survie sont quand même limitées. Fait que c'est vraiment une question, quelque chose à discuter avec le patient. Oui, puis tantôt, tu parlais que vous faites évidemment de l'evidence-based medicine, mais les études que tu mobilises, là, ils n'ont pas été faites sur ces populations-là. Fait que, tous les taux de X cancers que tu peux présenter à tes patients et que je suis sûre que tu vas faire, bien, nécessairement, toi, tu as d'autres variables à intégrer dans ton modèle qui viennent évidemment changer là, les statistiques que tu as à présenter. Ça devient quand même difficile de prendre la littérature internationale, disons, puis de la mobiliser pour des complexes où est-ce qu'il y a une distance en plus à gérer. Non, c'est sûr. Dans le cas du cancer, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de littérature de fait sur le cancer au Nunavut. On a une équipe, on travaille beaucoup avec l'Université d'Ottawa. Puis juste avant la pandémie, on était sur le point de faire une grosse conférence comme panarctique sur le cancer. Au Nunavut. Fait que c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de connaissances, puis il y a beaucoup de... mais il y a beaucoup d'inconnus aussi. Il y a des populations, parmi la population inuit, qui sont sous-représentées. Il y a des cancers qui sont sous-diagnostiqués. Il y a des systèmes aussi de prévention qui ne sont pas en place. Par exemple, on ne fait pas de mammographie préventive de façon régulière. Les pap tests, il n'y a pas de alors que ça, dans le Sud, c'est systématisé depuis plusieurs années là, ou 2 ans par l'âge. Alors ça, c'est pas ça. Fait que ça apporte qu'il y a des données différentes. Les taux de survie d'un cancer du sein vont être différents dans l'Arctique qu'à Montréal, mettons. Mais on le sait pas. Il y a encore des zones grises. De survie, oui, parce que le diagnostic peut être fait peut-être plus tard. Mais sinon, le taux de survie en termes de... Si le diagnostic est fait à temps, c'est assez semblable en général, mais il y a aussi des cancers qui vont être surreprésentés. Honnêtement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un autre monde, mais d'un point de vue, comme pour être assez positif là-dedans, c'est un autre monde, mais l'équipe de cancérologie, d'oncologie est quand même assez consciente de ça. Puis on est par exemple en train de développer un programme d'oncologie à Iqaluit où les patients n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Ottawa pour nécessairement suivre tout leur traitement. Ils peuvent être à Iqaluit pour recevoir une bonne partie de leur traitement. Fait que c'est des projets en cours, mais c'est vrai que c'est pas du tout... ça mobilise... ça a besoin de beaucoup de ressources qu'on n'a pas nécessairement encore dans le territoire. Je n'essaye pas de dire que vous n'êtes pas à l'affût des dernières données probantes. Là. Je dis juste que c'est vraiment fascinant. C'est tout. Ouais. C'est complexe et fascinant. Est-ce que tu avais d'autres slides avant que j'embarque avec mes questions? Parce que j'en ai encore. Je vais juste dire, parce qu'on parlait du cancer, pour tout patient qui serait au Nunavut, c'est sûr, il y a quand même la possibilité d'aller voir le centre de santé ou l'hôpital en clinique, puis de dire, moi, je veux être dépisté pour le cancer du sein, je vais avoir mon pap test, puis je vais avoir d'autres tests qu'on fait, là, un test de sang occulte dans les selles pour le cancer du côlon. Donc ça, c'est des tests quand même qu'on offre. Même si le programme ou les programmes ne sont pas complètement en place de dépistage systématique, on les offre. Puis les gens devraient les demander si ce n'est pas déjà fait dans le Sud. Quand on vient en communauté, on l'offre à tout le monde qu'on voit aussi. Même si on vient voir le médecin pour autre chose,
ça fait partie de ce qu'on va offrir. Donc, c'est ça, c'est disponible. Donc, ça, c'est pour la partie cancer. Je voulais juste dire ce qu'on avait comme ressources à l'hôpital à Iqaluit. Ce qui fait qu'on peut garder plus de patients dans le territoire. Puis à Iqaluit, c'est qu'on a plus de services puis plus de médecins. On est environ 25 médecins de famille à temps plein, mais on a aussi l'équivalent en médecins qui sont à temps partiel. Puis on a des spécialistes aussi. Donc, on a les médecins. La majorité des médecins sont médecins généralistes. Puis quand je dis généraliste, c'est vraiment dans le sens le plus vrai du terme, parce qu'on fait vraiment de tout. Ça va des accouchements à tout ce qui est médecine d'urgence, prise en charge. On fait des cliniques spécialisées de fractures, de tuberculose, des cliniques d'avortement aussi qu'on offre à travers le territoire. Donc, on fait ça sur place. On fait beaucoup de télémédecine. La pandémie a évidemment augmenté ça. On a des médecins de famille qui se sont surspécialisés en anesthésie, fait qu'ils font de l'anesthésie générale. Puis ça aide parce qu'on a 2 chirurgiens aussi généraux qui sont sur place. Puis ça, on a aussi un gros programme de résidence. On a jusqu'à 9 résidents en même temps qui viennent de partout à travers le Canada dans différentes spécialités. On développe un programme de psychiatrie avec des psychiatres, puis la médecine interne aussi. Puis on a aussi un gros département, je dis gros parce que c'est gros pour nous, mais c'est limité, mais on a un département de pédiatrie où on a plusieurs pédiatres qui sont à temps plein sur place. Fait que ça, ça nous permet d'admettre beaucoup plus d'enfants dans au Nunavut, si on doit les admettre à l'hôpital, ou même de faire les suivis puis de faire les consultations. On a une grosse équipe, qui n'est pas des médecins puis des infirmières, donc de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes. On a de l'inhalothérapie, puis quand je disais, on a deux chirurgiens et 2 salles d'opération. Puis les chirurgiens généraux, ils font vraiment de tout. Ça va des colonoscopies, qui sont généralement faites par des gastro-entérologues dans le sud, mais ça va de ça à des césariennes, par exemple. Donc, c'est quand même des choses qu'on a à Iqaluit qui sont quand même qui nous permettent d'offrir beaucoup de services. Puis on a des cliniques de médecine de jour. On a beaucoup de spécialistes qui visitent. Donc, à Iqaluit, ça va être des spécialistes d'Ottawa. Puis selon la disponibilité puis la demande, ils vont visiter à chaque 3 mois. Des fois, ça peut aller à chaque 4 mois. Des fois, c'est moins fréquent aussi ou plus fréquent, mais ça dépend. Puis ces spécialistes-là, dans le fond, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Donc, on apprend à les connaître. Ils nous font de l'enseignement quand ils viennent sur place, puis ils nous permettent ils apprennent à connaître les patients aussi. Donc, ils vont venir. Puis, si jamais on réfère un patient à Ottawa, le patient va être référé généralement à ce spécialiste-là qui vient au nord ou à leurs collègues. Donc, ils vont pouvoir discuter du cas. Mais c'est. Il peut avoir une relation de confiance. Exact. Qui se construit. Mais c'est pas toujours possible, patient. mais on essaie de le développer. C'est impressionnant que vous êtes quand même très bien organisé, là. À Iqaluit, vous avez beaucoup de services. Ça vise les transferts. Potentiellement. Oui, clairement. Et que ça aide parce que quand on a un patient, par exemple, malade à Iqaluit ou en communauté, on appelle le spécialiste à Ottawa qui accepte le patient. Donc ça, c'est le parcours du transfert. Pour le transfert Iqaluit-Ottawa, c'est le spécialiste d'Ottawa qui doit l'accepter. Et à ce moment-là, on peut transférer le patient. Si le spécialiste n'accepte pas le patient, on doit garder le patient ou sinon trouver un autre spécialiste. Dans le fond, ouais. Mais règle générale, c'est le fait que les spécialistes puis la communauté médicale d'Ottawa connaissent bien le Nord puis reçoivent beaucoup de nos patients fait que les transferts sont quand même simplifiés puis ils comprennent la réalité de la pratique nordique. Et que c'est la dernière slide, il n'y en a plus après, mais je peux revenir sur le temps. C'est bon, mais je vais pouvoir partir avec mes questions. Puis après ça, je vais faire du pouce sur ma présentation. Est-ce que tu as combien de temps devant toi, Patrick? Honnêtement, je vais juste voir parce que je suis en train de faire une clinique en ce moment à Resolute, puis j'ai un résident qui voit les patients, mais je vais juste voir s'il est correct. OK, parce qu'on pourrait aussi on pourrait continuer plus tard vu qu'on n'est pas diffusé en direct, là. Ah non, mais on peut le faire tout de suite. Je suis quand même disponible. Là. OK. Bon, là, ma question, c'est parmi tous tes spécialistes, moi, j'ai pas vu de spécialiste de soins palliatifs. Mais qu'est-ce qui se passe avec
que quand les gens sont en fin de vie par chez vous, parce que c'est comme le seul outcome qui va arriver à tout le monde. Là. Fait qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut décéder dans sa communauté ou quelqu'un décède à Iqaluit, est-ce qu'il y a des soins palliatifs? Tout le monde, un petit peu tout le monde, je pense. Bien, c'est une bonne question. Dans le fond, les soins palliatifs, ça fait quand même partie des soins qui devraient être offerts par un médecin généraliste. C'est comme partie du curriculum, on peut dire. Donc, oui, il y a des spécialistes là, en soins palliatifs. Règle générale, ça va être des médecins de famille qui vont se surspécialiser là-dedans. Mais au Nunavut, c'est vraiment géré par les médecins de famille. Par contre, ce qu'on a comme avantage, c'est qu'on a aussi des spécialistes qui peuvent recevoir nos appels à Ottawa. Ou sinon, on a ce qu'on appelle les e-consults. Fait que ça va être des consultes en ligne. Et souvent, là, en 24 heures, je vais recevoir ma réponse. Admettons que tu vois qu'il y a un patient qui est en fin de vie et tu as besoin de faire des prescriptions de protocole. Exact. Tu es à l'aise avec ça parce que tu l'as eu dans ta formation de base. Oui, exact. Tu n'as pas besoin nécessairement d'un spécialiste. Non, exact. Mais si j'ai des questions plus précises, si un patient a besoin des médicaments de deuxième, troisième ligne, puis je suis pas sûr, je suis pas familier, c'est sûr que je peux toujours communiquer avec le spécialiste, soit dans la e-consult ou au téléphone si c'est plus urgent. Fait qu'à Iqaluit, on a un gros service de soins à domicile qui est géré par des infirmières, mais on a aussi un médecin qui est attaché avec ce service-là de soins à domicile. Donc, tout patient qui va vouloir décéder à la maison, c'est un service qu'on va offrir. Iqaluit, puis dans les autres communautés, est-ce qu'il y a ce service-là aussi? Oui, donc les communautés l'offrent aussi. Mais en communauté, c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus complexe parce qu'il y a moins de professionnels de la santé. Il y a des communautés où les professionnels sont déjà comme surchargés. Donc, il y a une question de ressources des fois qui pose problème. Mais est-ce que c'est un frein à l'offre de services palliatifs en communauté? Je peux dire que c'est extrême. Je ne l'ai pas vraiment vu là, arriver. Comme en règle générale, on va vraiment tout faire pour respecter ce que le patient veut. Mais c'est sûr que des fois, on va dire aux patients ça peut être compliqué parce que administrer les médicaments, par exemple, à chaque 4 heures par voie intraveineuse, c'est pas nécessairement quelque chose de possible tout le temps. Si vous allez à Greaser, peut-être à Greaser, ça va être possible, mais en communauté, si vous avez d'autres patients. Mais honnêtement, là, sûrement qu'on mobilise la famille. On va mobiliser. C'est ça. Fait qu'il faut mobiliser la famille, mais est-ce que la famille est prête à jouer à gérer des médicaments, à injecter quelque chose? Honnêtement, ça dépend des familles encore là. Ça dépend des patients. Ça dépend des ressources en communauté. Il y a des patients qui ont aussi moins de famille, qui sont plus seuls, qui sont isolés, qui n'ont pas nécessairement de logement régulier. Fait que ça peut devenir quand même complexe, mais on fait vraiment tout le temps possible. Puis on a des cheminements thérapeutiques pour ça, c'est-à-dire qu'on a déjà des plans avec la pharmacie, par exemple, d'Iqaluit, qui va préparer ce qu'on appelle un kit palliatif, qui va envoyer à la communauté. Donc, tous les médicaments qui pourraient être nécessaires vont être disponibles dans la communauté. Donc, il ne devrait pas avoir de problème de pénurie de morphine ou de peu importe le médicament qui est nécessaire en soins palliatifs. Puis, en contrepartie, c'est ça. Puis, c'est les cas palliatifs. Chaque médecin, même si on n'est pas sur place, on va être responsable de la communauté. Donc, on peut recevoir des courriels ou des appels des infirmières à tout moment qui vont nous demander des questions, puis qui vont vouloir... Puis, tu sais, un patient palliatif, on va le suivre de façon régulière. Tous les jours, on va recevoir des courriels, des mises à jour. Il va y avoir un suivi fait avec les infirmières, puis on va être mis au courant. L'autre chose, on n'en parle pas beaucoup, mais l'aide médicale à mourir, c'est aussi un autre élément qu'on offre au niveau du territoire, mais ça, c'est sûr que c'est limité. Mais, une prochaine question. Est-ce que vous l'avez fait déjà? C'est arrivé? C'est une bonne question. Je ne suis pas au courant que ça a été fait encore. Mais vous avez légalement, vous êtes obligé de l'offrir, puis si ça arrive, vous allez le gérer. Oui. Puis on l'offre. C'est offert dans les choix thérapeutiques aux patients. On ne va jamais refuser ça, mais c'est sûr que ça devient un peu plus complexe. Ça doit être fait. On a un protocole pour ça. Ça doit être fait dans un certain contexte avec
qu'un certain nombre de personnes qui vont approuver, mais oui, ça implique beaucoup de professionnels de la santé, mais vous êtes comme en lien virtuel avec plusieurs, là, ça se gérerait sûrement. Puis, est-ce que vous avez une unité ou un lit de soins palliatifs à l'hôpital? Oui, c'est ça, c'est une bonne question. On a essayé dans le passé d'avoir des espaces dédiés, mais c'est toujours compliqué parce que on se retrouve avec des patients qui sont, tu sais, on peut se retrouver par exemple une semaine sans patient palliatif et là, il y a un nouveau patient qui se retrouve dans cette chambre-là. Donc, c'est une question de chambre. C'est sûr qu'on va privilégier des chambres où le patient va être évidemment seul, où il va avoir de l'espace pour qu'il puisse recevoir sa famille. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Là, tu sais, les patients palliatifs, ils sont beaucoup entourés. Puis même les patients non palliatifs, là, la famille est très présente, les cousins, les amis. Donc ça, c'est une partie très, très importante à prendre en considération. Il y a des gens qui décèdent évidemment à l'hôpital, mais il n'y a pas de chambre dédiée. C'est ça? Oui. Mais c'est ça, il y a des chambres qui sont privilégiées, je peux dire ça, mais elles ne sont pas exclusivement réservées aux soins palliatifs. Bon, ça répond à ma question. Puis, en parlant de ça, ça me fait rire parce que j'avais une patiente justement un jour qui me disait, je lui disais, ce serait bien qu'on ait un endroit en soins palliatifs dans la ville, tu sais, comme une genre de maison ou quelque chose pour les soins palliatifs patients. Puis elle me disait, ben tu sais quoi, moi, je me dis que décéder ici, entouré de bébés naissants, puis de jeunes personnes qui ont d'autres problèmes, ça me fait du bien parce que je trouve que c'est juste la vie comme elle est, en fait. Il y a de tout, il y a des nouveau-nés, puis il y a des gens qui décèdent. Puis je trouvais que c'était intéressant comme réflexion aussi parce que c'est ça qu'on offre. Là, on a une unité de naissance qui est juste à côté de notre unité d'hospitalisation. Tout est ensemble, dans le fond. Fait qu'il y a des rencontres qui se créent, il y a des gens qui vont se parler. L'important, c'est que vous ayez les services. C'est pas nécessairement que vous ayez une unité ou une maison de soins palliatifs dédiée. Là. Déjà, vous conscientisez puis vous avez des gens qui sont capables de gérer, c'est déjà énorme. Oui, c'est beau, la réflexion de la dame. Puis justement, quand j'ai accouché de mes enfants, j'étais justement en haut de l'unité de soins palliatifs à l'Hôtel du Lévis. Puis je pensais toujours à ça, hein, se côtoie la vie puis la mort. Puis c'est bien correct. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick, pour ta présentation. C'était vraiment fascinant. Alors, je vais commencer la mienne. Je veux tout de suite souligner le fait que le chercheur principal de cette étude-là, c'est Darren Allen, qui a beaucoup, beaucoup documenté la qualité de la fin de vie au Canada, puis aussi les outcomes de survie suite à la réanimation, les outcomes suite à le fait d'être admis aux soins intensifs. Alors, j'espère que je vais réussir à vous faire apprendre des choses aujourd'hui, comme moi, je viens d'en apprendre beaucoup là, en écoutant Patrick. Puis, alors, les objectifs de ma présentation, c'est de mettre en évidence les lacunes actuelles en matière de communication et de processus décisionnel liés aux maladies graves. Mes exemples ou mes données viennent plus des grandes villes du Canada, mais je suis pas mal certaine que ces difficultés-là peuvent s'exporter aussi dans votre contexte. Ensuite, un de mes objectifs, c'est qu'on différencie la planification des soins traditionnels, qui est plus la Advanced Care Planning, de la planification des soins en cas de maladie grave. Puis, je vais vous présenter un guide qui va peut-être être utile dans ta pratique, Patrick, ou sinon qui sera utile potentiellement aux gens qui vont nous écouter plus tard. Puis, je vais présenter la possibilité de participer à un projet de recherche. Alors, en tant qu'anthropologue, pourquoi que je m'intéresse à ce sujet-là, c'est que j'ai été très choquée la première fois que j'ai mis les pieds dans une unité de soins intensifs pour faire un projet de recherche, puis que j'ai vu des personnes âgées qui étaient branchées sur des machines. Puis je me suis dit, aïe, ils ont passé leur vie à dire qu'ils ne voulaient pas être branchés sur des machines, puis ils se retrouvent là quand même. Puis ça a beaucoup aiguisé ma curiosité, puis j'ai voulu savoir pourquoi que ça arrivait, ces situations-là. Puis maintenant, ça fait 7 ans, 8 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et je le sais un petit peu plus pourquoi que ça arrive, ces situations-là. Ça me choque toujours autant, mais il y a encore beaucoup de zones grises quand même parce que c'est excessivement complexe, mais en gros, c'est beaucoup de bris de communication qui ont lieu dans cette chaîne-là.
Alors, c'est quoi une maladie grave? Puis c'est ça qu'on discute aujourd'hui. On ne discute pas nécessairement de la fin de vie. Mais une maladie grave, c'est par exemple une pneumonie, par exemple la COVID-19, ça nous donne un très bon exemple, une crise cardiaque ou un accident grave. Puis dans ce cas-là, on ne connaît pas l'issue. La personne pourrait survivre ou la personne pourrait décéder. Puis la mort n'est pas certaine, probabilité de guérir. Puis dans ces moments-là, souvent, là, Patrick, tu peux me corriger, mais quand ça arrive, une pneumonie grave, une crise cardiaque, la personne est inapte à décider. Alors, à ce moment-là, elle ne peut pas parler, puis elle ne peut pas partager à ce moment-là ses valeurs et ses préférences. Puis, la maladie grave, ce qui est aussi une caractéristique, c'est que même les jeunes sont à risque. On est tous à risque aujourd'hui de se faire frapper. On est tous à risque d'avoir une pneumonie grave et de devoir se ramasser aux soins intensifs avec un tube dans la gorge. Puis à ce moment-là, on est aussi plongé dans un coma artificiel qui fait en sorte qu'on ne peut pas réfléchir. Alors, si on n'a jamais parlé de nos valeurs et préférences avec nos proches, nécessairement, ça va être eux qui vont se ramasser à décider parce que ce n'est pas seulement le personnel médical qui décide. On veut que ce soit une prise de décision partagée. Alors, on incite, puis c'est ça le but de ma présentation, d'inciter les gens finalement à réfléchir, à s'informer, puis à en parler autour d'eux. Alors, il est là, le docteur Elon, au milieu, en blanc. Puis, ce qu'on réalise, c'est que souvent, quand ça arrive des situations comme ça, puis que c'est les proches qui doivent prendre des décisions de vie ou de mort par rapport à leurs proches, les gens sont mal préparés. On peut jamais vraiment être préparé à prendre de telles décisions. Mais juste le fait d'en avoir déjà parlé, le fait d'avoir une phrase que notre proche a prononcée, moi, si telle affaire arrive, j'aime mieux mourir, ça va quand même aider à rendre les situations moins tragiques. Alors, on se rend compte avec les études, c'est que les gens qui ont à prendre ces décisions-là, souvent, ont des conséquences à long terme d'avoir été placés dans cette situation-là. Ça augmente les deuils compliqués. Le deuil compliqué, c'est un deuil qui dure plus longtemps que la période normale. C'est environ 1 an, normalement, un deuil. Vraiment, environ, là, ça peut changer, ça peut varier, mais il y a plus de deuil compliqué, il y a plus de dépression puis de choc post-traumatique pour les gens qui ont eu à prendre des décisions de vie ou de mort pour leurs proches. Une des raisons pourquoi que ces décisions-là sont compliquées, c'est qu'on manque de connaissances. On l'a dit tout à l'heure dans la présentation de Patrick, on voit ça à la télé, là, des manœuvres, puis le soir, la personne, elle se marie, puis tout va bien. Puis on a tendance à banaliser c'est quoi la réanimation cardio-respiratoire, entre autres, puis même les professionnels de la santé ont tendance à le banaliser dans des conversations que moi, j'ai été témoin là, sur le terrain, des conversations telles « si ça va pas bien, voulez-vous tout ?» Puis ça, on perçoit ça comme un consentement à la réanimation. Ou « si ça va pas bien, voulez-vous un massage ?» Parce qu'on utilise le mot « massage » pour dire la réanimation cardio-respiratoire, alors que c'est pas tout un massage. Hein? C'est un petit peu le contraire d'un massage, finalement. Alors, quand on arrive dans une situation, puis tu en parlais tout à l'heure, Patrick, où est-ce qu'on demande aux gens « est-ce que vous voulez être réanimé? » D'emblée, les gens, je pense qu'ils veulent, parce que c'est tellement banal, tu sais. Mais en réalité, c'est loin de l'être. Puis maintenant, on le sait avec les données scientifiques, c'est quoi un petit peu le taux de survie, puis on en parlait aussi tout à l'heure. Alors, j'ai un petit quiz, les gars. Patrick, tu n'as pas le droit de participer. Fait que j'ai un quiz de Jérémy sur 100 patients qui font un arrêt cardiaque à l'hôpital. Puis on parle d'un hôpital bien équipé, là. Combien survivront à la réanimation et retourneront chez eux? C'est parce qu'il y a la survie qui est le retour du pouls, mais il y a aussi la survie qui est la qualité de la vie, que tu vas retourner chez toi. Tu ne vas pas partir, tu ne vas pas aller mourir à l'étage ou tu ne vas pas partir en milieu là, comme un CHSLD, mettons. Alors, est-ce qu'il y en a 90 à 100, 75, 50, 25, 10? Moi, je dirais en fait 75 et plus. Là, il me semble de mémoire, dans mes cours de secourisme, ça peut marcher jusqu'à 80-85%. Patrick? Je veux dire, c'est probablement plus 10% au moins. Voilà. Jérémy, t'es dans le déni. Désolé. C'est 10% au moins. C'est 10% au moins, puis même selon les pathologies. Parce qu'il y a une raison pourquoi quelqu'un y arrête. Hein? Puis le fait de repartir le cœur ne va pas guérir la raison pourquoi que le cœur a arrêté. Puis quand que le cœur arrête, la personne est morte. Alors, c'est déjà, on pourrait se réjouir du fait, waouh, on a réussi à en sauver 10. C'est quand même extraordinaire. Puis, aussitôt que le cœur arrête, là,
il y a des zones du cerveau qui cessent d'être irriguées, puis ça cause des défaillances ensuite, des conséquences finalement. Puis ça, c'est un arrêt cardiaque à l'hôpital. Les arrêts cardiaques en communauté, les statistiques qu'on a au Canada, c'est 1% de survie. Puis ça, c'est au sud, je suppose. Je ne sais pas si on inclut des communautés du nord. Alors, c'est quand même... tu viens de faire un grand apprentissage aujourd'hui, Jérémy. C'est pas magique. T'sais. Puis ça vient aussi avec des conséquences des côtes cassées, parce que c'est pas un petit massage, là. C'est intense. Il y a des côtes cassées, puis il y a aussi des conséquences là, à long terme, ou des troubles cognitifs ou des handicaps qui font en sorte que la personne n'est pas capable de retourner à domicile nécessairement. Alors, un autre quiz, c'est que là, sur 100 patients qui ont 80 ans et plus, puis sont admis aux soins intensifs. Là, encore une fois, il y a une raison pourquoi ils sont admis aux soins intensifs. Ça va pas bien, puis il y a un ou plusieurs de leurs organes vitaux qui ont flanché. Alors, il y en a combien qui vont retrouver leur état de santé antérieur après 1 an? Ils sont admis aux soins intensifs. Là, après 1 an, ils sont où? Il y en a combien qui vont être à domicile? Non, ils ne seront pas à domicile, c'est pas ça la question. Il y en a combien qui vont être à peu près comme avant? 90 à 100, 75 50 25 10 ou moins. Jérémy? Bon, là, je vais réduire un petit peu mes attentes. Je dirais 25 Yeah, c'est ça! Bravo, c'est ça. Fait que là, ça, c'est encore des études qu'on est chanceux d'avoir au Canada, parce que c'est pas très winner là, pour les organismes subventionnaires de documenter ces choses-là. Puis avant qu'on ait cette étude-là qui date de 2015, on n'avait pas cette information-là. Alors, on le sait maintenant qu'après 1 an, évidemment, c'est des statistiques, ça ne s'applique pas nécessairement à un individu, mais il y en a 50% qui vont être morts de toute façon. Il y en a 25% qui vont avoir une santé fragilisée, puis 25% qui vont être à peu près comme avant. Puis ceux qui avaient déjà des maladies graves, des comorbidités, bien, il va y en avoir moins de 10% qui vont être revenus à peu près comme avant. Alors ça peut éclairer quand on a une décision à prendre avec un patient, de savoir c'est quoi qui l'attend après. Ça peut vraiment venir éclairer une décision. Alors, la particularité de la maladie grave ou la particularité de se ramasser entre la vie et la mort, c'est qu'on ne sait pas si la personne va survivre ou pas. Alors, souvent, les gens vont dire, oui, mais moi, j'y ai pensé ça, je suis allée chez le notaire, au Canada anglais, c'est plus des avocats, ou j'ai fait mes directives médicales anticipées, j'ai fait ma job, là. Moi, c'est réglé cette affaire-là. Mais en réalité, quand on est admis aux soins intensifs puis qu'on ne sait pas si on va mourir ou pas, bien, les directives de fin de vie, ça ne s'applique pas. Ça peut éclairer, OK, ça c'est une des réponses à ma question du départ, pourquoi que le monde se ramasse intubé alors qu'ils ont tout le temps dit qu'ils ne voulaient pas, mais c'est parce qu'on ne sait pas finalement s'il est en fin de vie. Alors la directive de médicale anticipée ou le testament de fin de vie, bien, il ne s'applique pas. Donc, là, on a un exemple d'une navigatrice de système là, qui raconte une histoire qu'elle a vécue, puis là, sa patiente ou la personne qu'elle aidait, elle a dit qu'elle et son mari avaient discuté du fait que s'il était en phase terminale, il préférait ne pas recevoir de traitement de maintien en vie. Par contre, elle n'était pas certaine si son mari était en phase terminale. Alors, la pauvre dame n'est pas plus éclairée dans sa décision. Fait que son mari lui a transmis des directives, mais les directives ne s'appliquent pas. Alors, c'est pour ça que je veux qu'aujourd'hui, on se positionne dans la prise de décision en cas de maladie grave et non dans la fin de vie. Parce que quand on est clairement en fin de vie, mais même quand on est en fin de vie, il y a encore des décisions à prendre. C'est toujours important d'être ancré dans nos valeurs et préférences. Alors, des fois, ce que les gens disent, pourquoi qu'eux, ils n'en parlent pas? Bien, si c'est important, mettons les niveaux de soins, là, parce que c'est quand même un concept connexe au niveau de soins. Si c'est important, pourquoi les professionnels de la santé, ils n'en parlent pas? Il y a milliards de raisons pourquoi on n'en parle pas. Puis Patrick, bien vous avez l'air d'en parler plus parce que vous êtes confronté à une pénurie de ressources, puis au fait que de le faire, le transfert, ça implique beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Vous avez l'air d'être un petit peu plus enclin à en parler parce que vous n'avez pas les ressources qui vous sautent dessus. Alors, ça apporte des choix. Mais bon, ici, dans le contexte où est-ce c'est facile de transférer des patients, peut-être qu'on en parle moins. Alors, si c'est important, pourquoi les professionnels de la santé n'en parlent pas? Fait que là, on a une étude de 2013 qui est venue dire que les raisons, si on questionne des professionnels de la santé, les raisons
qui vont sortir là, les plus fréquentes pour ne pas en parler. C'est toutes des raisons qui sont dues au manque d'information, au manque de préparation des proches puis de la famille. Ça ne devrait pas être une raison, mais je comprends en même temps que, comme je vous disais au début, c'est deux mondes, hein? Des professionnels hyper formés, hyper à la page sur la dernière littérature scientifique, avec des gens qui, eux, ont un secondaire 5 en moyenne, puis se ramassent dans le système de santé pour la première fois. C'est deux univers complètement différents. C'est dur de communiquer dans ce cas-là. Même si on parle la même langue, c'est excessivement dur de communiquer. Puis ça prend du temps qu'on n'a pas toujours. Ça peut avoir une bonne discussion de niveau de soins, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, ça peut s'étirer sur plusieurs jours. On n'a pas ce temps-là. Ensuite, on est tous dans le déni de la mort, on est tous fragiles avec cette zone-là. Fait qu'il y a beaucoup de défis. Alors, un des facilitateurs qui fait que les gens veulent embarquer dans un processus là, de préparation à la maladie grave, c'est souvent leur propre expérience. Hein. Ils ont vu leurs parents, ils ont été obligés de prendre des décisions pour leurs parents, ils en ont souffert, ils ne veulent pas le faire à leurs enfants. Fait que ça, c'est un grand facilitateur. Puis je le vois dans les webinaires que je donne à travers le Canada, les gens sont souvent là pour... C'est ça qui donne comme raison d'être là, c'est parce qu'ils veulent se préparer pour éviter d'être un fardeau ou éviter de transmettre ce fardeau-là à leurs proches. Fait en résumé, la préparation à la prise de décision médicale semble inadéquate. Là, je n'ai pas présenté toutes mes slides parce qu'on veut faire ça court, fait que je ne sais pas si j'ai réussi à vous le démontrer. Il y a une confusion, on se prépare, on va chez le notaire, on remplit les documents, mais on se positionne dans une situation de fin de vie, mais en réalité, les décisions les plus déchirantes, c'est dans les cas de maladie grave. Puis il y a des conditions d'incertitude, on ne sait pas si la personne va survivre ou pas, puis surtout, on ne sait pas dans quelles conditions elle va survivre parce qu'il y a beaucoup de gris dans la médecine, puis peut-être qu'on ne le dit pas assez, puis on n'est pas préparé à y faire face. Puis les familles et les représentants ne sont pas ancrés dans les valeurs authentiques de la personne parce qu'ils n'en ont pas nécessairement parlé, ils n'en ont pas parlé dans cet angle-là. Puis on ne connaît pas nécessairement les préférences en matière de traitement. Puis dans un contexte comme le vôtre, d'isolement, où est-ce que ça nécessite des transferts, bien là, il y a encore plus de pour et de contre à calculer dans une telle décision. Parce que si j'ai bien compris, il y a un lit de soins intensifs pour toutes les Nunavut. Et dans ce cas-là, on pense tout de suite à un transfert avec est-ce que la famille va venir, combien de temps ça peut durer. Fait qu'il y a encore plus d'incertitudes à peser. Alors, une petite solution dans cette marée de problèmes ou de questionnements, finalement, c'est que j'ai travaillé à la traduction et à l'adaptation de ce guide-là qui était uniquement en anglais auparavant. Puis, c'est un guide dont l'objectif est de donner du pouvoir là, aux gens du public. C'est un guide qui se veut autoportant. On ne demande pas aux médecins de le donner, on demande aux gens de la population d'en prendre connaissance. Puis ça vulgarise beaucoup d'informations de pourquoi, premièrement, c'est important, pourquoi qu'on devrait en parler. Puis ensuite, c'est quoi les types de soins, comme les soins intensifs, les soins plus réguliers, puis les soins palliatifs. Puis il y a aussi des pages sur les niveaux de soins comme tels. Parce que quand ça nous arrive, une situation comme ça, bien, on ne sait pas ça va être quoi. On ne sait pas ça va être quoi notre problème médical qui va nous arriver. On ne sait pas ça va être quoi les recommandations du médecin ou des autres professionnels de la santé. Mais la seule chose qu'on peut peut-être avoir du pouvoir dessus, c'est nos valeurs et nos préférences. Alors là, c'est là qu'on veut venir jouer, que les gens prennent connaissance de c'est quoi leurs valeurs et préférences pour, après ça, quand ils ont un problème médical, être prêts. Puis ça va faire en sorte que peut-être que ma slide tout à l'heure sur les barrières de pourquoi que les médecins n'en parlent pas, bien, peut-être que dans 10 ans, ils vont en parler. Ils auront moins cette barrière-là parce que les gens, ils vont faire « Ah oui, j'en ai déjà entendu parler de tout ça. Ah oui, la réanimation, je le sais que ouais, c'est pas si efficace que ça finalement. » Puis là, on va venir enlever beaucoup de barrières puis peut-être faire en sorte que ces deux univers-là se rapprochent peut-être. C'est un rêve à long terme parce qu'on a beaucoup de travail encore. Alors, des exemples de valeurs, quand on parle de nos décisions en cas de maladie grave, les valeurs dont on parle là, c'est par exemple, je veux vivre le plus longtemps possible, je voudrais pas être sur des machines qui me gardent en vie, je veux pas souffrir, je veux pas être essoufflée, je veux pas sentir que je suis en train d'étouffer puis de mourir, je veux pouvoir participer aux activités que j'aime. Ça, dans des discussions que j'ai observées, là,
dans mon coin, dans la région de Québec, il y avait une famille qui ont dit « Ah, mais mon père, moi, il voulait absolument chasser. Là. Si là, tu le gardes en vie, puis après ça, il ne peut plus chasser, non, ça ne marche pas, il y a mieux mourir. » Ça l'aide dans ce temps-là. Ça l'aide le professionnel de la santé à venir dire « Ouais, OK, là, ça ne regarde pas pour qu'il puisse continuer à chasser. Là. Fait qu'on va peut-être cesser les soins puis laisser décéder votre proche, finalement. » Et des fois, c'est juste des petites graines comme ça qui viennent vraiment aider. Ensuite, je vais être aussi autonome que possible après mes traitements. Je vais être capable de réfléchir clairement. Je ne veux pas être confus pour toujours. Je veux un traitement conforme à mes croyances religieuses et spirituelles. Mais souvent, les valeurs vont entrer en conflit entre elles. Par exemple, je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut tous vivre le plus longtemps possible. On aimerait ça avoir une mort paisible et naturelle, puis on veut avoir une qualité de vie jusqu'à la fin. Je pense que ça, c'est facile à dire, mais malheureusement, c'est pas possible. C'est pas souvent possible de faire tout ça, parce que chaque intervention qu'on accepte vient avec des risques potentiels. Puis Patrick, tu l'as bien explicité tout à l'heure, vous êtes vraiment dans cette notion-là, vous autres. Puis c'est important que les gens soient conscients qu'admettons, si tu te fais... ton cœur arrête, tu te fais réanimer, bien, tu vas être intubé aux soins intensifs. Là, c'est comme ça va ensemble. Alors, il y a souvent des conflits de valeurs. Alors, dans l'outil que je vais présenter, que je vous présente et que je vais envoyer aussi aux participants lors du webinaire, on présente premièrement là, les valeurs potentielles, on présente aussi les soins, puis après ça, on leur pose des questions qui aident à venir situer leur niveau de soin. Fait que là, on a 2 échelles. La première, c'est est-ce que je préférais des soins qui favorisent la prolongation de la vie? Là, on a la quantité de la vie. Et à 7, on a plutôt la qualité de la vie. Fait que là, on demande aux gens de venir encercler ça. Puis ma prochaine question, c'est est-ce que vous préfériez des soins qui incluent toutes les machines de soins intensifs? Est-ce que vous préfériez des soins sans machine de soins intensifs plus des soins palliatifs? Puis après ça, on a une matrice j'aurais dû la mettre, je ne l'ai pas mis, une matrice qui réunit les 2 points, puis là, on suggère un petit peu la préférence de soins. Fait que je pense que ça pourrait être utile. Patrick, peut-être dans ta pratique, même si j'ai dit que ce n'était pas destiné aux médecins, là, c'est destiné au grand public, mais ça peut être utile quand même. Alors aussi, on présente dans le guide qu'il y a 3 types de soins, je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis là, je ne cliquerai pas dessus, mais on a aussi une page web que je vous enverrai, les gars. Puis on a des vidéos sur c'est quoi la réalité, des trucs vulgarisés là, vraiment pour le public. C'est quoi la réanimation, les risques, les bénéfices, les statistiques. Ensuite, on a c'est quoi les soins intensifs. Puis on a comment choisir un représentant dans nos vidéos. Puis on a aussi d'autres informations. Fait que ça, c'est l'image là, qui parle là, des soins médicaux généraux. Il y a quand même beaucoup de mots. C'est pas tout le monde qui peut lire ça. Fait que c'est sûr que j'incite les gens à aller aussi consulter les vidéos. Puis dans un autre ordre d'idées, dans un autre temps, moi, j'aimerais ça créer des versions vulgarisées pour les gens qui ont des moins hauts niveaux de littératie. C'est parce que là, même si on essaie de le réduire, à un moment donné, c'est difficile de trouver la balance entre ce qui est scientifiquement acceptable et ce qui est lisible par le commun des mortels. Fait que ça, c'est mes fameux 6 niveaux de soins que moi, je les adore. Je les trouve vraiment innovateurs. Puis Patrick, j'espère que ça va te parler. C'est quoi le formulaire de niveau de soins que vous utilisez au Nunavut? Il y a combien de niveaux? Patrick? On t'entend pas. Excuse-moi. C'était sur pause. Donc, oui, c'est un formulaire. Il y a plusieurs niveaux. En fait, je pourrais le partager avec toi si tu veux, mais c'est pas comme nécessairement le niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est plusieurs options. Puis c'est un peu comme un choix, en fait, que tu peux faire. Par exemple, tu pourrais vouloir être envoyé dans le sud. Par exemple, nous, ça fait partie de notre formulaire. Et votre formulaire, il est vraiment différent parce qu'il va traiter des zones géographiques et de l'acceptation de l'atmosphère, ce qu'il n'y a aucun formulaire dans les provinces, je dirais. Mais oui, j'aimerais vraiment ça que tu me l'envoies par curiosité. Là. Fait que, dans le fond, ici, on est toujours dans la réflexion. Là, c'est pas ces niveaux de soins-là, ils n'existent pas exactement comme ça, mais on peut après ça les transférer en parole puis les mettre sur un formulaire officiel. Fait que là, le niveau de soins A, c'est qu'on veut tout dans le fond. On veut les soins intensifs puis incluant la réanimation. Ensuite, le niveau de soins B, c'est qu'on veut des soins intensifs. C'est pas grave si ça se prolonge, mais la réanimation, ça va être correct étant donné les statistiques qu'on vient d'apprendre. Ensuite, ce qui est vraiment innovateur, c'est C puis D. Que moi, dans
dans mon doctorat, j'ai étudié des formulaires de niveau de soins, comment ils étaient complétés. Puis quand je regardais le verbatim, j'ai fait une analyse qualitative. Puis souvent, les médecins, ou ça peut être des infirmières aussi maintenant, là, ils écrivaient un deuxième niveau de soins qui s'appliquait en cas de. Alors à ce moment-là, ça crée des risques. Parce que tu as le niveau de soins officiel, puis tu as le niveau de soins écrit en patte de mouche en bas. Fait que s'il y a un cas d'urgence, c'est compliqué d'aller lire ça. Puis ce que j'aime beaucoup de cette nomenclature-là, c'est que ça, c'est compris. Alors, le C, c'est des soins intensifs de courte durée avec réanimation cardio-respiratoire. Parce que souvent, ce que les gens disent, c'est « je veux tout, mais si ça va pas bien, c'est correct, arrêtez, j'accepte de mourir ». Alors ça, c'est le niveau de soins « je veux tout, mais si ça va pas bien, on arrête ». Puis là, le D, c'est le niveau de soins « je veux tout sauf la réanimation, puis si ça va pas bien, si ça se prolonge, si je pourrais plus chasser, je pourrais plus retourner chez nous, on arrête. » Ensuite, on a le E qui est des soins médicaux réguliers, fait qu'on accepte pas mal de choses, mais je veux pas être intubé, je veux pas être réanimé, puis on essaye, puis si ça va pas, j'accepte le risque que je vais probablement décéder. Puis on a aussi là, le soin F, soin de confort, soin palliatif, c'est que j'ai assez donné, j'accepte pas les risques d'aucune intervention et je me dirige tranquillement vers ma mort. Puis on peut être en soins de confort, on peut être en soins palliatifs pour une longue période. Hein. On n'est pas nécessairement en fin de vie. Alors, c'est là, dans le guide que je vais vous envoyer, les 4 dernières pages, on demande aux gens de se positionner sur leurs valeurs, d'expliquer pourquoi. En plus, ils peuvent parler aussi de leurs inquiétudes, écrire le nom de leur représentant. Puis, évidemment, le but de tout ça, après, c'est d'en parler. Parce que si on le fait tout seul chez soi, ça ne donne rien. Fait que le but, c'est d'en parler, puis de susciter la réflexion, puis de partager le guide pour si on a un problème, puis que notre proche est pris pour prendre des décisions de vie ou de mort pour nous, bien, il puisse faire « Ah oui, on en avait parlé ». Puis là, on retourne voir pour faire en sorte que les décisions soient moins pénibles et soient un petit peu plus éclairé et que les professionnels de la santé et les patients et leurs proches puissent se réunir un pas de plus, toujours un petit peu plus. Alors, c'est ça que je voulais vous présenter. Puis, si ton vidéo est diffusée, probablement qu'il va l'être. Jusqu'au mois de mai, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter à l'adresse qui est écrite en bas pour participer à un petit projet de recherche qui consiste à lire le guide, puis après ça, à participer à une entrevue avec moi sur Zoom ou au téléphone pour connaître votre appréciation du guide. Alors, puis à la fin, vous allez recevoir un $10 chez Tim Hortons. Alors, ceux qui sont intéressés à participer peuvent m'écrire à l'adresse qui est écrite là. Est-ce que vous aviez des questions, Patrick et Jérémy? Puis il reste 3 minutes. Oui, moi j'ai en fait, merci beaucoup Ariane, merci beaucoup là, Patrick pour vos présentations respectives. Ariane, moi, j'aime beaucoup l'aspect justement autonomisation du guide. Je pense que c'est vraiment un outil qui est pertinent à joindre justement dans sa trousse testamentaire ou autre. C'est un outil qui vient se greffer. Puis je parle en connaissance de cause là, de vécu. Là. Mon père est décédé il y a 2 ans. Il était très jeune, c'est un accident de voiture. Il n'y avait rien à faire pour le sauver, mais il n'y avait aucun papier. Donc, on peut se retrouver dans des situations où on a besoin de ces bases-là, dans le fond, justement, pour prendre des décisions pour d'autres personnes. Ma question, moi, c'était de voir un petit peu, est-ce que je comprends ce guide-là comme étant très, très, si on veut, au niveau des soins hospitaliers, des soins palliatifs, mais est-ce que ça s'inscrit dans une tendance de maintien à domicile aussi, en fonction des choix de soins qu'on fait? Là? Je dirais que c'est probablement ma seule question. Oui, tout à fait, parce que dans une trajectoire de soins à domicile, souvent, pour que le CLSC embarque, puis là, tu pourras me corriger, Patrick, il va avoir un objectif de niveau de soins qui va être là, puis il va avoir une réduction du niveau de soins. Quand on s'oriente, admettons, pour un décès à domicile, puis là, on vient mettre l'équipe inter autour de la personne, bien, il y a un refus de réanimation d'emblée parce qu'on veut éviter que la personne se ramasse à l'hôpital. Puis il y a il y a une désescalade de soins, puis on vient enlever là, des options. Donc, oui, ça peut soutenir, là, parce qu'il y a un gros mouvement en ce moment du mourir à domicile puis du maintien à domicile. Ça peut soutenir parce que si les gens comprennent que c'est peut-être mieux que vous ne soyez pas hospitalisé, c'est peut-être mieux qu'on refuse d'emblée, bien, ça peut faciliter
Je le vois plus peut-être, vu qu'il est quand même complexe pour une personne vraiment en bout de ligne, pour les proches peut-être venir soutenir de pourquoi que votre proche, non, on ne va pas le transférer, puis qu'on va essayer, on va le traiter des petites infections à domicile, mais au-delà de ça, on est mieux de ne pas le transférer parce que ça vient avec des risques. Est-ce que ça répond à ta question? Nous, c'est pas notre objectif. Je pense qu'on peut facilement le transposer dans un contexte de maintien à domicile, là. Nous, on vise plus des gens dans la force de l'âge, là, la génération sandwich du monde de 60 ans, ils ont des petits-enfants, mais ils ont leurs parents aussi. Mais en fait, on vise les humains, hein, parce qu'on est tous mortels. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait parler à des gens de ta communauté? Je sais qu'il n'y a pas tant de francophones que ça, mais est-ce que ça pourrait être utile? Oui, je pense que c'est toujours, comme tu disais, c'est toujours des questions qu'il faut se poser en termes, tu sais, comme quel niveau de soins on voudrait. Puis, tu parles de maladies graves comme la crise cardiaque, mais on a des maladies comme des démences, des maladies d'Alzheimer, des maladies plus dégénératives, la sclérose en plaques, etc. Donc, c'est sûr, dans ces cas-là aussi, particulièrement, il faut y réfléchir. C'est sûr qu'il faut réfléchir aussi, dans notre contexte en particulier, là, des soins qu'on va pouvoir obtenir. Parce que c'est sûr, oui, on a accès aux soins, mais c'est sûr qu'on a moins de spécialistes sur place. Donc, des fois, il faut prendre ça en considération aussi dans le fait de décider de rester au Nunavut ou de venir travailler au Nunavut. Fait que ça fait partie. Déjà là, je pense, avant même de venir, il faut quand même réfléchir au niveau il faut consentir à un niveau quand on déménage au Nunavut, il faut comme consentir à un risque supplémentaire qui est l'éloignement, en gros. Exact. Tu sais, je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires, là, des patients qui ont été transplantés des poumons, puis là, qui décident de prendre un emploi dans une communauté au Nunavut. Ben, tu sais, on s'entend qu'il y a un risque inhérent par la distance, par le fait qu'on n'a pas de plateau technique de chirurgie vasculaire. Ou, fait qu'il faut prendre ça en considération même avant de... Ouais. Fait que ça va plus loin que de se dire, est-ce que je veux qu'on me réanime si je fais un arrêt cardio-respiratoire? Particulièrement pour notre territoire. T'sais. Mais je pense que le guide est très bon. Puis je suis d'accord avec toi quand c'est sûr que quelqu'un de 30 ans qui va avoir un arrêt respiratoire, ben oui, on va tout mettre en œuvre pour réanimer la personne. On va le faire chez n'importe qui, là, peu importe l'âge, mais c'est sûr que ça va être moins fréquent que cette personne-là va avoir demandé, par exemple, de ne pas être réanimée, à moins qu'il y ait déjà une connaissance de maladies graves, tout ça. Mais oui, j'encouragerais, c'est sûr, les gens qui ont plus de comorbidité ou qui ont des risques plus élevés à vraiment y réfléchir, mais comme tu dis, tout le monde devrait y réfléchir aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est jeune que d'emblée, ça, je pense, c'est une méconnaissance ou c'est normal, on pense tous comme ça, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on consent plus à être au CHSLD à 33 ans, là. Parce que les CHSLD sont pleins de gens qui ont été réanimés suite à des accidents, suite à des trucs, puis ils n'ont pas eu la chance d'y réfléchir parce que ils étaient jeunes, puis c'est normal. Vous allez réanimer, puis on va tout faire pour un jeune, puis bon, ça ne va pas changer, puis c'est correct comme ça. Mais ça ne veut pas plus dire qu'ils consentaient à cette vie-là qui va s'éterniser. T'sais? Et je pense, peu importe, oui, quand on a des comorbidités, on est âgé, c'est vraiment important, mais il n'y a rien qui nous empêche de semer des graines là, dès notre jeune âge. Jérémy? Oui, peut-être une question, dans le fond, pour Patrick, puis vraiment d'une perspective communautaire, là, votre réception par rapport à des outils. Mettons, moi, j'ai une conjointe qui est dans cette situation-là. J'arrive avec son plan, puis je dis, voici, là, c'est écrit ici ce qu'elle veut. Comment le corps médical réagit à un outil comme celui-là qui vous serait présenté de la part d'un accompagnateur ou peut-être même de la part de la personne si elle est capable de le faire avant que ça dégénère au niveau de sa santé? Une bonne question. Mais je pense que ça serait quand même très bien accueilli. C'est drôle parce que ça me fait penser au modèle des... maintenant, c'est rendu quand même au modèle des doulas dans l'accouchement. Tu sais, c'est souvent ça... Tu sais qu'il y a des doulas de la mort maintenant. OK, c'est ça, je n'étais pas au courant de ça, mais c'est intéressant. Il y en a, c'est bien innovateur, oui. Ça commence. OK, c'est ça. C'est une bonne idée, en fait, parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu mieux le système, peut-être qui connaît mieux l'approche, qui a vraiment poussé la réflexion, qui a discuté avec le patient. Honnêtement, je vois pas qui serait... Tu sais, je vois pas de médecin qui serait
contre ça. C'est tellement proactif, c'est tellement c'est réfléchi. Je pense que tout le monde voudrait un système où les gens arrivent avec ça. Réfléchi quand même. Mais en même temps, ça ne veut pas non plus dire que si tu ne l'as pas, ben là, on va prendre la décision pour toi. Tu sais, je pense qu'il faut reconnaître ça aussi. Puis il y en a aussi qui ne veulent pas y réfléchir, puis c'est bien correct, c'est leur choix, puis ils ont le droit, mais il faut qu'ils sachent quand même que ça peut devenir plus compliqué s'ils n'ont pas réfléchi, parce que il va falloir prendre la décision un peu dans l'instantané ou tu sais. Ça ne veut pas dire non plus que si la personne, le proche arrive avec le guide, ou est-ce que tu as dit que tu ne voulais pas telle affaire puis telle affaire, eux ne sont pas tenus de le respecter. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va faire une décision puis une discussion plus nourrie. Ça va nourrir une discussion. Au lieu d'avoir une famille qui dit, je sais pas, on n'a jamais parlé, puis là, ils sont troublés, ça va faire en sorte qu'on va avoir potentiellement 2 individus capables de se parler, tu sais. Et que c'est pas, on va prendre pour du cash le fait, qu'est-ce qui est écrit là, puis on va pas prendre pour du cash non plus. Ils en ont jamais parlé, c'est beau, on décide. Ça va faire en sorte que les personnes vont se réunir, avoir une décision ensemble, parce qu'on est dans une perspective de prise de décision partagée, parce que c'est pas des décisions qui doivent se prendre seules, ni pour les professionnels, ni pour les proches, parce que ça apporte des risques, et aussi le risque de ne pas respecter les préférences de la personne, et le risque aussi de créer des traumatismes, tant chez l'un que chez l'autre, parce que c'est pas plus facile à porter pour les professionnels de la santé, ces décisions-là. C'est aussi, je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais ça les met eux aussi à risque de traumatisme, puis eux aussi à risque de burn-out, puis tout ça, de prendre des décisions comme ça pour les autres. Super. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions à tous les deux là, pour cette discussion-là. C'est fort enrichissant.